Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Bon, après cette petite pause sous le beau soleil de Paris, quand je suis rentrée, il devait faire à peu près 19 degrés. Je crois que les températures ont bien augmenté. Eh bien, il est temps de reprendre avec une table ronde dédiée à la cybersécurité au sein de nos entreprises. Elle durera 45 minutes environ. Et puis, nous prendrons 15 minutes à l'issue de cet échange pour prendre toutes vos questions. Cela dit, en discutant de cette table ronde, on s'est dit que peut-être vous auriez envie d'intervenir avant la fin de cet échange parce que vous avez envie peut-être de partager vos expériences et puis de poser des questions à nos experts que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à simplement lever la main et on passera avec un micro, bien évidemment. Je m'appelle Frédérique Courtadon, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec nos experts que je vous présente dans quelques instants. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier d'être présents ce matin. Vous êtes les ambassadeurs gagnants sur le terrain et c'est une joie d'être avec vous ce matin. Ensemble, nous allons justement partager nos expériences et surtout, je l'espère, trouver des solutions pour faire face, bien sûr, à ces cyberattaques. D'ailleurs, je commencerai avec un récent sondage. Il concerne l'année 2021. Sur les 10 principaux risques en France pour nos entreprises, eh bien, les incidents cyber arrivent en tête de liste, un risque identifié comme étant donc désormais la première menace. Alors, comment détecter une cyberattaque? Quels sont les outils à mettre en place pour lutter contre les hackers? Comment identifier la vulnérabilité de nos systèmes d'information et quelles sont les bonnes pratiques à adopter? On en parle tout de suite avec nos intervenants. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le capitaine Dominique Boger. Bonjour capitaine, ravi de vous accueillir. Vous êtes chef du département prévention et protection, commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. L'ai-je bien descendu? C'est parfait. Mais je crois que c'est écrit là, en fait. Oui, c'est ça, donc j'ai aucun mérite. Nous avons également le plaisir de recevoir Ézéchiel Simenou, expert du cyberrisque pour WTW, une société partenaire des entreprises publiques ou privées, spécialisée dans l'accompagnement sur l'ensemble des problématiques de risque, dont les cyberattaques. Et enfin, Antoine Blanchard. Bonjour Antoine. Vous représentez la société iTrust, spécialisée en développement d'outils Made in France, et je tiens à le souligner, pour protéger notamment les entreprises contre les malveillances. iTrust qui a été choisi par Galian pour protéger son propre système d'information, c'est ça? Bien, merci à vous trois d'être avec nous. Alors avant de commencer cette table ronde, je voudrais faire un petit sondage parmi le public à main levée. Combien d'entre vous ont déjà été victimes de cyberattaques? 2, 3, 4, n'ayez pas peur, levez la main. Oui, donc, effectivement, vous avez été victime de ce genre de malveillance. On va en parler avec nos experts tout de suite. Et on va commencer par le commencement. Moi, j'aimerais connaître, messieurs, votre définition d'une cyberattaque. Capitaine Boger. Alors bonjour à tous. Ce qui est très, très intéressant, et on en parlait tout à l'heure, c'est que pour moi, une cyberattaque, c'est un système informatique qui en attaque un autre. Ça, c'est ma définition. Je suis technicien, je suis spécialiste en investigation numérique, c'est ma définition. Donc typiquement, si je dois le replacer dans son environnement judiciaire, c'est tout ce qui est lié aux infractions prévues aux articles 323.1 à 323.8 du Code pénal sur les atteintes au système de traitement automatisé de données, la déclinaison de la loi de 78, informatique et liberté. Donc, si je dois donner un exemple, c'est un déni de service, qu'il soit distribué ou non. Donc le déni de service, c'est, lorsqu'il est distribué, c'est une grappe, des centaines et des centaines d'ordinateurs, souvent dans des réseaux de ce qu'on appelle des botnets, ou des ordinateurs zombies, qui vont d'un seul coup, tous en même temps, dans la même fraction de seconde, essayer de se connecter à un seul serveur. Et l'afflux de connexion va être tellement gigantesque que le serveur va s'effondrer et il va tomber en panne. Ça, c'est un déni de service distribué. Et il y a le déni de service non distribué, qui est l'exploitation d'une faille technique qui va arriver au même résultat. Le serveur tombe en panne et il s'effondre. Ça, pour moi, c'est une cyberattaque. L'exploitation d'une faille quelconque pour voler de la donnée, c'est une cyberattaque. Par contre, au sens où la majorité des gens voient la cyberattaque, moi je vois plutôt une cybermalveillance. C'est quelque chose qui va toucher un système informatique
mais qui bien souvent va exploiter bien autre chose que de la technique ou de la technologie. Je vais vous donner une référence qui va être très simple. Si moi je prends les infractions qui sont relevées dans nos systèmes, qui sont relevées pour ce qu'on appelle des infractions informatiques, c'est à 80% 3 infractions. Escroquerie, extorsion de fonds, abus de confiance. Même si on ne connaît pas ces infractions, on se rend bien compte que escroquerie, c'est l'usage d'un faux nom ou d'une fausse entreprise. Je trompe une personne pour lui faire un truc qu'elle n'aurait pas dû. L'abus de confiance, c'est j'ai fait confiance à cette personne en lui donnant une mission, des choses, de l'argent ou autre, et elle va en faire un usage totalement différent de ce que je lui ai demandé. Abus de confiance. Extorsion de fonds, c'est je vous menace, et en échange, parce que je vous menace, vous allez me donner quelque chose. Très clairement, ces 3 infractions-là vont exploiter une faiblesse humaine. Et donc ça, c'est pour moi pas une cyberattaque, c'est une cybermalveillance, ça rentre dans le spectre infractionnel, ça utilise l'outil informatique, mais à proprement parler, c'est pas une cyberattaque. On évoquera bien sûr, décidément, pardon, on évoquera bien sûr les condamnations dans une prochaine question et voir comment la gendarmerie nationale et les autorités réagissent et agissent face à ces cyberattaques ou ces cybermalveillances. Ezequiel Siméno, cyberattaque, cybermalveillance, vous faites vous aussi la différence et quelle est votre définition? Effectivement, on fait la différence entre une cyberattaque et une cybermalveillance parce que moi déjà pour vous donner une définition, je vais vous le donner sous le prisme assurantiel. Il y a quelques mois de cela, on a participé à un rapport qui a été réalisé par le groupe d'études d'assurance de l'Assemblée nationale, piloté par la députée de la Loire, Valérie Faure-Montiane, à laquelle on a un rapport sur lequel on a participé. On a activement participé et on a tenté en fait de définir ce que c'était que le cyberrisque. On est arrivé à une définition qui est l'utilisation malveillante des systèmes d'information, des outils informatiques liés à la technologie et à l'information des entreprises, des particuliers ou des collectivités ou de tout type d'organisation. Et les définitions se recoupent un peu parce que quand on prend un contrat d'assurance cyber qui est censé couvrir les conséquences financières à la suite d'une attaque cyber, il y a 2 événements déclencheurs. Et ces 2 événements déclencheurs, on les définit, premièrement, on parle d'atteinte aux données et d'atteinte au système d'information. Et dans la définition d'atteinte aux données, on a une définition assez large qui va parler de tout événement affectant la disponibilité, la confidentialité ou l'intégrité d'une donnée. Donc à partir du moment où vous êtes une entreprise et vous opérez des données et que ces données-là, suite à une attaque cyber, vous n'avez plus la possibilité d'avoir accès à ces données. Donc on a la notion de disponibilité qui est engagée. À partir du moment où il y a un pirate informatique qui a accès à de la donnée personnelle que vous collectez et que vous traitez en tant que responsable de traitement, on a affaire à une notion de confidentialité. Et si cette donnée-là est modifiée ou elle est altérée, on a affaire à une notion d'intégrité. Et après, on a le deuxième événement déclencheur qui est l'atteinte au système d'information. Et dans l'atteinte au système d'information, on se rend compte que c'est une définition assez large. À partir du moment où on a toute l'utilisation frauduleuse du système d'information ou tout accès non autorisé d'une personne au sein de votre système d'information, on rentre dans le cadre d'une atteinte au système d'information. Et la conséquence, bien entendu, pour l'entreprise, c'est l'indisponibilité de son système d'information, c'est l'impossibilité d'avoir accès à ces données, c'est l'altération de ces données, etc., etc. Donc on voit bien que les définitions reprises par les contrats d'assurance ou reprises sous le prisme assurantiel rejoignent bien ce que le capitaine vient de dire. Et le système d'information, Antoine Blanchard, ça vous parle forcément, puisque iTrust, votre société a été, ou la société que vous représentez, a été choisie, bien sûr, pour protéger le système d'information Gallian. Mais avant cela, votre définition d'une cyberattaque, une cybermalveillance? Alors, vous m'entendez? Oui. Donc pour moi, une cyberattaque ou une cybercriminalité, je vais reprendre. Donc on est sur vraiment de l'attaque sur un système d'information, un acte malveillant qui va être sur un système d'information. Vous allez avoir 4 grandes familles d'attaques. Vous allez avoir la cybercriminalité, dont le but va être de récupérer de la donnée personnelle
afin de la revendre, de l'exploiter et de la revendre. Vous allez avoir deux grands vecteurs qui sont le phishing ou le hameçonnage, et vous allez ensuite avoir les rançongiciels dits ransomware. Donc effectivement, le phishing va permettre, et généralement le premier vecteur permettant ensuite la mise en place d'un rançongiciel. Ce rançongiciel va complètement altérer vos données, elles ne seront plus exploitées, et il y aura forcément une extorsion de fonds afin que vous puissiez avoir la clé de déchiffrement par les pirates. Ça, c'est la première grande famille. Vous allez avoir la déstabilisation. Le capitaine Boger en parlait tout à l'heure, les attaques en DDoS, donc en attaque en distribué. Le but va être que votre système soit inopérant et que publiquement, vous soyez déstabilisé. C'est une atteinte à votre e-réputation. Il y a aussi toute la partie d'effacement de ce qu'on appelle le défacement de site. Donc, quelqu'un va modifier des pages de votre site internet afin de mettre en place ou de montrer un message politique. On a eu le cas notamment avec la guerre en Syrie, on a le cas avec la guerre en Irak, on a eu le cas avec la guerre en Ukraine. Chacun des groupes utilise le site de l'autre pour faire passer des messages politiques. Vous allez avoir l'espionnage. L'espionnage est quelque chose de beaucoup plus fin dans le sens où vous allez mettre énormément de temps pour voir qu'il y a une attaque qui est mise en place afin de retirer de la donnée de chez vous. Et généralement, c'est de l'espionnage industriel afin de pouvoir obtenir des informations comme des brevets, comme des plans, comme d'autres données qui puissent être utiles à l'attaquant. Antoine, combien de temps ça peut prendre de se rendre compte effectivement qu'on est victime de cyberespionnage notamment, on dit en moyenne 200 jours. Oui, c'est ce qu'on évoquait en préparant cette interview avec le capitaine Boger et vous-même. Hein. 200 jours, 200 jours. C'est énorme. En moyenne. 200 jours. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ces 200 jours quel est le processus qu'on enclenche à ce moment-là? La rémédiation. Ça veut dire que vous allez faire appel soit à votre RSSI en interne pour pouvoir arrêter la fuite de données, soit vous allez appeler des entreprises spécialisées comme iTrust afin de mettre en place ce qu'on appelle de la rémédiation. Donc des équipes dédiées, spécialisées vont venir afin de purger votre système d'information de l'attaque et de s'assurer que l'intégrité est redevenue à la normale. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, il y a différentes phases. Quand les pirates informatiques sont rentrés dans le système d'information, il y a la phase de repérage. Ils vont essayer de comprendre comment l'entreprise fonctionne, ils sont dedans, ils vont naviguer de serveur en serveur, de poste de travail en poste de travail pour savoir, pour essayer de déterminer les données qui sont intéressantes, qu'ils peuvent dérober ou qu'ils peuvent exploiter. Et ensuite, il y a la phase où j'implémente ou je lance le logiciel malveillant. Et c'est à partir de ce moment que l'entreprise va se rendre compte qu'elle est victime d'un incident cyber, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va réagir. Donc c'est ces fameux 200 jours pour la phase de compromission initiale et la phase et jusqu'au moment où le logiciel malveillant est lancé au sein du système d'information. Exactement, il reste en veille, en sommeil, jusqu'à ce qu'il y ait un élément déclencheur qui lui permette de travailler avec un centre de commande et de contrôle qui est à l'extérieur, qui lui ensuite va lui envoyer les informations, soit effectivement pour soutirer de la donnée, soit pour la dernière grande famille qui est le sabotage, la destruction totale de votre système d'information. Très joyeux tout ça. Parmi les gens qui ont levé la main tout à l'heure, on est plutôt sur du phishing ou sur des choses beaucoup plus graves, conséquentes pour vos entreprises. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un micro dans la salle, si vous souhaitez réagir en tout cas. Oui, approchez, belle dame. Qui avait levé la main tout à l'heure tout cela reste entre nous, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Votre réputation n'est pas en danger, mais... Personne ne lève plus la main, donc c'était... Ah, merci monsieur, vous me sauvez, merci. Merci. Donc non, ça c'est effectivement, et Dieu merci, limité à du phishing, avec une demande de rançon. Ok. On peut vous demander le montant ou c'est confidentiel? Écoutez, sincèrement, je ne m'en souviens plus, ça m'est quand même arrivé 2 fois. 2 fois? 2 fois. D'accord. Et du coup, vous avez fait en sorte de renforcer la protection de vos systèmes, c'est ça? Vous avez réagi? Oui, effectivement,
On a renforcé nos sauvegardes et puis les protections des serveurs. Effectivement, c'est toujours très désagréable quand le lundi, vous arrivez au bureau et que vous avez un message en allumant vos ordinateurs. Et là, le système est totalement paralysé, effectivement. Et on est tenté, forcément, et j'ai des confrères qui ont été tentés et qui ont payé la rançon. Ça ne Ce que vous n'avez pas fait, vous. Non, je vous n'ai avez pas fait. décidé de ne pas céder à ce Exactement, et de faire chantage. confiance aux informaticiens. Donc les informaticiens, vos informaticiens, en tout cas, ont réglé le problème, c'est ça? Est-ce qu'il y a un dépôt de plainte à la suite? Comment ça se passe? Ou pas du tout? Alors non, c'est la question que je voulais poser oui. au capitaine, On va effectivement. en Est-ce parler. qu'il faut déposer plainte pour autant? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est attaqué de la sorte? Alors la première des choses, déjà vous avez bien fait, vous n'avez pas payé. Comme ça me permet d'enfoncer le clou. On ne paye pas les rançons. Jamais on ne paye pas, je vais le redire, on ne paye pas les rançons. Comme ça je serai sûr. Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que en donnant des sous, on entretient des réseaux, et dans le lot il y a des réseaux terroristes, ça c'est établi. D'autre part, parce que je vais utiliser une image. Quand on a trouvé le filon, c'est quand même bête de creuser à côté. S'ils vous ont pris, ils vont vous reprendre. Vous avez payé. Et de surcroît, c'est pas parce que vous avez payé que vous allez récupérer vos données. Vous lancez une pièce en l'air et vous espérez qu'elle tombe soit sur pile, soit sur face en fonction de ce que vous avez choisi. Mais des fois, vous perdez. Et d'ailleurs, vous perdez plus souvent que vous ne gagnez. Donc, on ne paye pas la rançon. Mais est-ce qu'on porte plainte, capitaine Boger? Voilà, donc sur le deuxième volet, oui, bien sûr, on porte plainte. Chaque fois, on porte plainte. Même si, dans un premier temps, on n'a pas les éléments, on va pouvoir faire des rapprochements judiciaires sur des souches. Par exemple, il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, sur les rançongiciels, puisque là, il y a des demandes de rançon pour les rançongiciels, c'est même leur raison d'être, il y a des commissions rogatoires permanentes, ouvertes, auprès du parquet spécialisé cyber du parquet de Paris, compétence concurrente nationale, en permanence, sur les grandes souches de ransomware. Donc il y a des investigations qui sont faites, et il faut savoir également que ces gars-là, ils se font payer en crypto-monnaie. La gendarmerie a une expertise reconnue, elle a été même la toute première à l'avoir, sur le traçage des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, ça a ce paradoxe de dire les crypto-monnaies, c'est anonyme. C'est faux. Les crypto-monnaies, c'est pas anonyme. Ce qui est anonyme, c'est le nom du gars qui a le portefeuille. C'est pas marqué. Par contre, le système de fonctionnement d'une crypto-monnaie, c'est de donner publiquement la visibilité de l'intégralité de la transaction, de ce qui a été fait, des modifications qui ont été faites, des ajouts, des sommes versées, des sommes retirées, du début, de la fin, à tout moment et à chaque instant. Et même si on passe, je vais vous épargner les détails techniques, même si on passe les crypto-monnaies dans des mixeurs, on est quand même capable de les tracer. Et puis dans la vraie vie, on ne paye pas avec des crypto-monnaies. Le gars qui a récupéré des crypto-monnaies, à un moment donné, il faut que ça devienne du vrai argent, et à un moment donné, il faut qu'il l'emmène sur un vrai compte. Donc oui, bien sûr, on dépose plainte tout le temps. On va continuer dans quelques instants de parler du rôle essentiel de la gendarmerie nationale en termes de cybersécurité, cyberattaque. Mais avant cela, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à des solutions. Vous êtes un public, je pense, essentiellement de PME. J'ai cru comprendre que ces entreprises étaient peut-être plus sensibles et plus menacées que de plus grandes entreprises qui ont probablement un système de protection peut-être plus renforcé, plus efficace. Mais du coup, est-ce que vous avez des exemples à nous communiquer de cyberattaques, de choses très concrètes? Par exemple, dans le webinaire auquel vous avez assisté, je voyais que ça touche la reconstruction du système d'information avec des infections de l'Active Directory, l'impossibilité d'avoir accès à sa messagerie, notamment les données chiffrées, l'usurpation du nom de l'agence. Ça va même jusqu'à la réputation d'une agence. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur le sujet? Ézéchiel? Des exemples, on en trouve plein, et je pense que beaucoup d'entreprises ne communiquent pas assez sur ce qui leur arrive la plupart du temps, ce qui fait que
on n'a pas certaines entreprises par souci de réputation ou de honte n'en parlent pas, mais on va voir dans la presse différents exemples. Un des exemples que vous venez d'évoquer, je pense, qui est différent de ce qu'on peut voir en termes de rançongiciel, c'est tout ce qui est usurpation de l'agence immobilière, du nom de l'agence. C'est-à-dire que c'est des pirates informatiques qui vont usurper votre nom de domaine, qui vont usurper votre nom et qui vont créer un site internet qui se rapproche de votre nom de domaine et qui vont publier des annonces immobilières de différentes sortes, de la location ou autres, des biens immobiliers. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est des personnes qui vont rechercher des biens et qui vont tomber sur ces annonces-là et qui vont être victimes d'une certaine manière d'escroquerie. Et derrière, ces personnes-là qui sont victimes d'escroquerie vont se retourner contre l'agence, la véritable agence, pour défaut de sécurisation d'elle-même son système d'information, qui aurait pu éviter ce type d'escroquerie ou ce type d'usurpation de nom de domaine. Voilà. Donc je pense que il y a différentes sortes de cyberattaques et les conséquences peuvent être à la fois réputationnelles, peuvent être à la fois juridiques avec la réglementation liée à la protection des données personnelles. Ça peut être aussi des conséquences financières très importantes. Déjà, pour tous les frais que vous allez engager pour remédier à l'incident, pour restaurer votre système d'information, pour savoir quand ou comment le pirate informatique est rentré dans votre système d'information, tout ça, c'est des frais qui sont engagés, qui peuvent coûter des milliers, des centaines de milliers d'euros pour les entreprises. Et après, on verra, je suppose qu'on en parlera, les moyens de se protéger d'une certaine manière pour pouvoir faire face à ce type d'attaque. Tout à fait. Antoine Blanchard? Alors effectivement, sur la partie PME, généralement, elles sont moins protégées ou pensent être moins intéressantes pour un pirate, clairement. J'ai beaucoup d'entreprises de PME qui me le disaient, de patrons de PME qui me disaient, de toute façon, moi je suis une petite PME, je ne vais pas intéresser un attaquant. C'est faux. Ça peut l'intéresser parce qu'effectivement, les PME ont aussi, certaines, ce sont des pépites avec énormément de valeur parce qu'elles ont créé, elles sont dans des marchés de niche et forcément, ce type de PME va intéresser un pirate pour une question d'espionnage, pour une question de vol de données, de vol de brevets. Ça, c'est un élément. Ensuite, la plupart du temps, on va voir beaucoup de phishing. Donc, en gros, il va y avoir une attaque ciblée par du social engineering, dont on en parlait avec le capitaine Boger. L'ingénierie sociale, c'est la science qui permet d'étudier une personne, savoir qui elle est, afin de trouver le vecteur d'attaque humain à côté d'elle. La fraude au président. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type d'attaque? Là, on n'est pas sur du technique, on est sur de l'humain. On va travailler effectivement sur l'humain. La personne qui va se faire passer pour le patron et qui va appeler la secrétaire en disant « il faut faire un virement immédiat sur ce compte ». À partir du moment où l'argent est parti dans un pays étranger, c'est fini. On en parlait, je crois qu'il y a une entreprise, c'était 30 millions l'an dernier. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette entreprise, capitaine Boger? Oui, là, c'est une belle fraude au président. Donc, si on a du temps, je peux vous en décrire les mécanismes, oui, parce que c'est bien rodé et c'est du travail d'orfèvre. Mais en tout état de cause, c'est utiliser une faiblesse humaine. Là, dans le cas d'espèce, c'était le comptable, enfin la comptable, d'une société immobilière qui construit entre autres des logements sociaux. Vous pouvez retrouver l'article dans Le Parisien, je crois que c'est janvier 2022, qui a réussi quand même la performance de se faire détourner 30 millions d'euros. Donc ça n'arrive pas qu'aux petits et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et le mécanisme qui est utilisé, c'est... alors, je vais pas vous faire l'article, mais comme M. Jourdain faisait de la prose sans s'en rendre compte, et ben les pirates, ils font de la psychologie sans s'en rendre compte. Parce que ce qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, ce sont des choses que vous, moi, tout le monde a. Des raccourcis, des fainéantises de notre cerveau qui nous amènent parfois à faire des choses qu'on ne devrait jamais faire. Par exemple, le biais de confirmation, je vous en cite qu'un seul. Le biais de confirmation, c'est de dire, si dans un premier temps j'ai eu une bonne impression et que je pense que c'est vrai, tous les signes dans le parcours qui vont me dire, qui devraient me mettre en alerte en me disant arrête,
je vais les occulter involontairement et je vais aller jusqu'au bout du processus. Ça, c'est un biais cognitif. Et ce qui est utilisé dans la fraude au président, c'est un certain nombre de biais cognitifs, c'est la fausse confiance. Vous êtes une personne importante de la société. C'est pour ça que je vous demande à vous. Et c'est pour ça que je vous demande de garder le secret. Parce que si vous ne gardez pas le secret, malgré toute la confiance que j'ai en vous, ce que je suis en train de mettre en place, alors on vous invente un rachat de la société, une entrée en bourse, ce que vous voulez, peu importe. L'idée, c'est de dire, il y a des grandes choses qui vont arriver, qui vont faire augmenter l'aura de cette société. Il n'y a que vous qui êtes au courant. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider parce que j'ai confiance en vous. Et on y va, puisqu'on a confiance en nous. C'est ça. Et ça coûte 30 millions d'euros. Et ça, à la fin, ça coûte 30 millions d'euros et sûrement des mois d'arrêt maladie, à mon avis. Oui, on est bien d'accord. Ça doit impacter. Je pense que c'est un peu compliqué de vivre avec ça. Évidemment. Alors, qui sont Si je pouvais terminer Bien sûr, sur les attaques sur les PME, effectivement, on a énormément de rançongiciels. Les rançongiciels est quand même la première source d'attaques et de cyberattaques actuellement en France. Et après, vous allez avoir tout ce qui va être viral, chevaux de Troie, et notamment les chevaux de Troie. On est quand même sur du grand classique, mais qui peut être vraiment perturbant, voire annihilant pour l'entreprise. Vous perdez toutes les données de votre entreprise. Il me semble que le chiffre était 80% des PME qui avaient subi une perte de données, une destruction de leur système d'information, mettaient la clé sous la porte sous les 3 ans. Ça fait froid dans le dos, effectivement. Alors j'aimerais qu'on se concentre aussi sur ces cybercriminels. Qui sont-ils? C'est vrai qu'on a envie de les connaître, hein, et puis j'ai envie de dire que la réalité dépasse la fiction dans ce qu'on vit. Alors on sait que ce sont des individus isolés, pour certains, des réseaux mafieux, oui, très peu, oui, je vois que vous opinez du chef, enfin pas dans le bon sens, des réseaux mafieux aussi, des activistes qui font ça par pure idéologie ou volonté de nuire, c'est certain, et puis des groupes liés aussi aux États. Alors justement, je voyais réagir Capitaine Vogé, on va parler de l'activité de la gendarmerie nationale, puisque dès 1998, eh bien, la gendarmerie a identifié l'enjeu que représentent ces nouvelles technologies, en mettant notamment en place des structures et des formations adaptées, comme la fameuse création du département cybercriminalité. Comment vous luttez contre les hackers et quels sont vos outils? Et est-ce que le monsieur qui a témoigné tout à l'heure, justement, et qui vous posait la question, peut venir vous voir, ou en tout cas vos services, pour témoigner et porter plainte, notamment sur ce qui s'est passé? La gendarmerie, très tôt, effectivement, s'est intéressée à la dimension cyber, parce qu'elle s'est rendue compte de quelque chose. Alors évidemment, à partir du moment où le numérique, l'informatique s'est déployé, tout de suite, il y a eu des fraudes. Aussi sûrement que tant qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'accident de voiture. Et bien là, tout pareil. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de fraude à Internet. Mais c'est la nature humaine. Vous avez accès au réseau des réseaux, et ben vous aurez toujours des personnes qui vont réfléchir à la manière dont ils peuvent détourner cet outil pour commettre des fraudes. Et ce à quoi nous sommes confrontés, c'est ça, c'est de se rendre compte que désormais, l'escroc, il n'est pas sur le pas de votre porte, il est partout, puisque la connexion est mondiale et on peut vous toucher quand on veut. La gendarmerie s'est donc organisée de sorte qu'elle puisse prendre en compte tout le spectre. Donc tout le spectre, c'est la victime, parce que pour nous, le plus important, c'est la prise en compte de la victime. Les particuliers, les entreprises, les collectivités. La gendarmerie, vous le savez, est bien implantée. Elle couvre 90% des territoires, sur à peu près plus de 3000 unités élémentaires sur le territoire. Dans chaque unité de gendarmerie, il y a des spécialistes en numérique, de niveau, je ne vais pas dire élémentaire, mais premier niveau, qui est capable de prendre en compte les phénomènes numériques auxquels sont confrontées les personnes. Quand on remonte d'un cran, on va se rendre compte qu'il y a des spécialistes en numérique de niveau plus élevé qui ont rang d'expert judiciaire. Il y en a 4 spécialistes en investigation numérique et encore autant qui sont spécialistes en système d'information. Ils sont dans chaque département au sein des sections opérationnelles de lutte contre la cybercriminalité. Si on remonte encore un cran,
C'est pour dire que c'est très, très structuré. Complémentarité, subsidiarité. Au niveau des unités de recherche, donc des sections de recherche, il y a des spécialistes en numérique. Dans chaque section de recherche, il y a des groupes cyber pour lutter contre ce type de criminalité haut de spectre. Et le très haut de spectre, là, le sommet de la chaîne alimentaire du méchant pirate, il y a le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace qui est véritablement totalement opérationnel depuis le 1er août 2021. Alors moi qui suis un vieux gendarme, qui suis dans le cyber depuis plus de 20 ans, j'attendais ça depuis longtemps. La gendarmerie a fédéré l'intégralité de ce qui se fait en numérique, en créant le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et en articulant sur 4 piliers. Premier pilier, stratégie, prospective, partenariat. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un coup d'avance et réfléchir à ce que va faire le méchant ? Quel partenariat on tisse avec le monde académique, le monde industriel, pour partager avec eux peut-être des connaissances que nous, on n'a pas, ou des savoir-faire qu'on n'a pas, et donc faire de la synergie, c'est un grand mot, mais en tout cas c'est réel. Et la prospective, c'est très concrètement comment on utilise les data, les données qu'on a à notre disposition, en utilisant ce qu'on appelle les algorithmes. Le terme impropre, c'est intelligence artificielle. Je déteste ce terme parce qu'il n'y a aucune intelligence là-dedans. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc les algorithmes qui vont nous permettre de travailler à ce coup d'avance. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des types d'auteurs? Les types de victimes? Alors, type de victimes, je vous réponds tout de suite, selon les infractions, oui. Ça, même nous, on est capable de le voir. Il n'y a pas besoin d'algorithme. Et sur les saisonnalités aussi? Il y a vraiment une récurrence? Oui, parce qu'il y a des cycles. Il y a des cycles qui correspondent en fait à ce qui peut présenter un intérêt pour les gens. Aussi sûrement que pendant le Covid, il y a eu plein de fraudes liées au Covid. Obtenez votre kit gratuit par l'assurance maladie. Et ben, très simple, quand on va arriver à la période des vacances, vous allez avoir des fraudes sur, alors, c'est pas de leur faute, hein, mais entre autres à Britel, pour les locations. Donc vous allez avoir une saisonnalité parce que les gens vont être dans la période où ils vont rechercher des locations de vacances et qui vont se faire prendre. Oui, on a entendu pas mal d'histoires sur le sujet. Donc saisonnalité, une typicité des victimes, c'est ça, une identification. Oui, et puis le type de victime. Par exemple, sur l'escroquerie au faux support technique, c'est une escroquerie où vous surfez sur Internet, d'un seul coup, vous avez une page d'accueil, enfin une page captive qui s'affiche sur votre écran, le son à fond qui vous hurle, alerte de Microsoft, votre ordinateur est bloqué, vos coordonnées bancaires sont parties, touchez à rien surtout, après appelez ce numéro qui est affiché. Les victimes, celles qui payent, parce qu'elles payent, elles ont plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que le biais cognitif qui est utilisé, c'est de créer un état, de panique, et un effet tunnel. Or, si vous êtes un peu plus acculturé au numérique, vous allez avoir le quart de seconde qui va permettre de dire « Attends, ok, ça me crie dans les oreilles, ok, ça a l'air urgent, mais... » Méfiance, quoi. Ouais, voilà. On prend le temps de réfléchir. Aussi sûrement que le téléphone à 1 €, le faux téléphone à 1 €, 15 millions de préjudices, c'est plutôt des jeunes. Voilà. Il y a des cibles privilégiées. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un biais cognitif. C'est l'effet Barnum, où ça tournoie, et on y ajoute un autre biais cognitif qui est la satisfaction immédiate. C'est-à-dire que je vous montre quelque chose de flamboyant, et ce que je vous montre, vous pouvez l'avoir tout de suite. Tout de suite, pas dans 5 minutes. Non, vous cliquez là, vous l'avez. Décider maintenant, ouais, c'est ça. Voilà. Ça aussi, c'est un biais cognitif. Et c'est important de savoir que tous, on peut en être victime. C'est-à-dire que sur certains, vous allez être complètement hermétique, mais pour d'autres, vous allez être plus exposé. Et puis, il va y avoir des moments où vous serez dans meilleure forme, plus d'attention, etc. Donc là, parce que je parlais des départements, je reste sur la trame, prospective, partenariat, etc. Le deuxième département, c'est le mien, c'est la division de la proximité numérique. C'est qu'est-ce qu'on fait, très simplement, qu'est-ce qu'on fait pour les victimes? Donc avec 3 sous-branches,
magendarmerie.fr, qui est donc une gendarmerie virtuelle qu'on peut contacter par tout moyen, par les réseaux, les chats, tout ce qu'on veut, Facebook, et qui va vous répondre 24 heures sur 24, 365 jours par an. Perceval, qui est la plateforme qui gère la fraude à la carte bancaire, et mon département prévention et protection, qui fait des salons, des tables rondes, des conférences, et on essaye de porter la bonne parole partout où on a besoin de nous, parce que quand même, aujourd'hui, la majorité des fraudes, il faut en être convaincu, n'utilisent pas la technologie, mais l'humain. C'est plus facile, c'est plus rapide, et c'est pas cher. Il suffit juste de parler ou d'écrire. Je vous renvoie, parce que celle-là, elle a bien marché, ça nous touche directement, sur une grande campagne de mails qui a été envoyée au nom du directeur de la gendarmerie nationale en disant « Vous avez fait de la pédopornographie, vous avez regardé des trucs cochons sur Internet, si vous ne payez pas tout de suite, on affiche tout et puis on le prévient vos parents, vos amis, parce que bien entendu la gendarmerie vous me laisse comme ça. » C'est bien connu, ben oui. C'est comme ça qu'on fait, c'est On une a méthode. Sinon, vous payez et on arrête tout. Et on arrête tout, mais on n'arrête jamais en fait, c'est ça Mais, l'idée de toute façon. Voilà, Ouais. et puis ce qui est intéressant, alors pour la petite histoire, notre directeur général, qui bien sûr a plein de temps pour contacter directement les personnes et leur mettre des amendes, il a reçu des chèques. Eh ben oui. Alors je ne vais évidemment. pas vous mentir, ceux qui ont envoyé des chèques, on a fait quand même quelques vérifications. C'est une bonne idée, je pense en effet. Alors, Donc le département de la proximité numérique, et ensuite vous avez les deux grands départements d'expertise judiciaire et d'enquête, le C3N qui est le département d'investigation haut de spectre, 80 gendarmes, tous experts en numérique pour les très grosses infractions, pluralité d'auteurs, très gros préjudices, ramification à l'international, et la DAONUM qui est la division d'expertise judiciaire. Ça, c'est du très très haut de spectre, puisqu'il y a des ingénieurs en informatique qui font des expertises judiciaires pour les tribunaux, qui développent des outils pour les enquêteurs et qui sont capables de vous retrouver des choses. Vous prenez un disque, vous mettez un coup de marteau, ou vous y mettez le feu, ils sont capables de vous récupérer de la donnée. Vous prenez une puce, vous la cassez en deux, ils sont capables de la reconstituer, une puce de téléphone. Enfin, voilà, très haut de spectre. Et ça, c'est le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, commandé par le général Boger, mon homonyme, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Vous dites donc. C'est pas moi. Alors, si vous voulez trouver, pour pas qu'il y ait de confusion entre Voilà. le général et moi, je vais vous donner quelques éléments. Le général est spécialiste du numérique. Il a été choisi pour ça, donc comme moi. Il est en gendarmerie depuis plus de 30 ans, comme moi, et il fait 1m92. Bon, j'y travaille. Bon, on verra ça quand vous vous levez. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais qu'on avance. Il nous reste 5 petites minutes pour le débat, puis on passera bien sûr à vos questions. Vous évoquiez la prévention, la protection. J'aimerais, Antoine Blanchard, qu'on l'évoque aussi avec vous, et notamment par rapport à ce fameux système d'information. Comment on fait pour identifier la vulnérabilité de ces systèmes ? Alors, vous avez plusieurs méthodes pour détecter une vulnérabilité d'un système. Déjà, la première chose, c'est un scanner de vulnérabilité. C'est effectivement un système de sécurité qui va en permanence aller vérifier l'intégrité et l'intégralité de votre système d'information pour voir si une vulnérabilité connue ou avec certains éléments, même si elle n'est pas connue, qui va permettre de détecter potentiellement une vulnérabilité et le remonter à un SOC, c'est un Security Operations Center. Donc là, pour le coup, chez iTrust, c'est le cas. On a un scanner de vulnérabilité pour Galian. Lorsqu'il y a une détection qui est faite, il va y avoir une analyse par les algorithmes, et pas par l'IA. Et ensuite, vous allez avoir de l'humain, des opérateurs de premier niveau qui sont affectés à vous, en tant que client, qui vont analyser si effectivement on est sur du faux positif, donc quelque chose qui semble être une menace mais qui n'en est pas une, et vous alerter directement
lorsqu'une menace est réelle, en disant voilà, nous avons détecté cela, voici la marche à suivre. Ou alors il va y avoir ce qu'on appelle une rémédiation automatique. Une vulnérabilité est connue, il y a des systèmes qui sont prévus, elle est bloquée immédiatement. La deuxième partie va être les EDR. Les EDR qui sont en fait des endpoints. Donc ce sont des agents que l'on met sur chaque poste de travail qui, pareil, va analyser l'intégrité de votre système, qui, en fonction des règles qui sont mises en place de façon basique, mais ensuite préparées avec le client par rapport à ses besoins spécifiques, va lancer une réponse automatique. Je vous donne un exemple tout simple. Le client ne souhaite pas que quelqu'un se connecte sur son SI le week-end. Une machine va tenter de se connecter sur son système d'information le week-end. Le système d'EDR va bloquer. Il va bloquer complètement la machine jusqu'au lundi matin. Puis ensuite, on va avoir tout ce qui va être analyse comportementale, analyse effectivement d'événements, que ce soit humain, des tentatives de connexion, des tentatives d'élévation de privilèges. Ça veut dire qu'on a un utilisateur qui est un simple utilisateur qui va tenter d'avoir des droits supérieurs pour pouvoir ensuite administrer la machine. Auquel cas, pareil, alerte, blocage. On peut avoir aussi des tentatives d'accès sur des pare-feux avec des protocoles non autorisés. Pareil, ça va être analysé, remonté, bloqué immédiatement ou bloqué manuellement en fonction de la menace. Si c'est une menace, toujours pareil, puisqu'il peut y avoir un nouveau système d'information, enfin un nouvel élément dans le système d'information qui arrive, avec des nouvelles utilisations, des nouvelles technologies, avec des ports spécifiques, ou des machines qui se connectent, qui sont nouvelles, qui ne sont pas encore connues ou découvertes, et auquel cas on annonce au client, voilà, nous avons constaté que cette machine a tenté de se connecter vers ce serveur. Est-ce une action légitime ou pas? Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de bloquer l'accès de cette machine vers le serveur. Merci beaucoup Antoine Blanchard. Dernière question pour Ézéchiel Siménou et puis nous passerons bien sûr à vos questions. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui sont présents ce matin, les bonnes pratiques, les bons réflexes à adopter? En termes de bonnes pratiques, il faut déjà savoir une chose, la majorité des attaques sont des attaques massives. Il y a quelques attaques qui peuvent être ciblées, mais en respectant quelques bonnes règles d'hygiène en cybersécurité, exemple celle définie par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, on arrive déjà à se protéger, à avoir une première barrière de protection contre les cyberattaques. La première chose qu'une entreprise doit faire, que ce soit une PME ou une petite entreprise, il faut déjà définir les actifs informationnels, les logiciels qui sont importants et qui sont inhérents à votre activité. Si demain, se poser la question, si demain ce logiciel ou cette application n'est plus disponible dans mon entreprise, quelles sont les conséquences que ça peut avoir? Une fois qu'on a défini ça, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour se protéger? La première chose à faire, c'est de sensibiliser les différents utilisateurs, les différents employés au sein de l'entreprise. La sensibilisation, c'est le maître mot en cybersécurité parce que c'est l'humain qui reste la première barrière contre les cybermenaces. Vous pouvez avoir les meilleurs outils de protection, la meilleure robustesse du système d'information que vous voulez. Si vous avez un humain, la personne entre l'écran et la chaise qui va cliquer sur la pièce jointe, et bien à ce moment-là, peu importe vos barrières, bon, vous pouvez en avoir, mais il y a quand même ce risque que l'attaque, ou en tout cas que l'incident cyber survienne. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut sensibiliser. Il faut aussi, et souvent on le voit dans différents outils de protection de la messagerie, avoir des campagnes de phishing pour voir quels sont les différents employés, comment les employés sont sensibilisés. Donc de temps en temps, faire des campagnes de phishing, envoyer des mails aux différents utilisateurs pour voir le taux de clic, le nombre de personnes qui vont cliquer sur la pièce jointe et derrière adapter sa sensibilisation. Ensuite, il y a aussi la protection des postes de travail. Toujours avoir un antivirus à jour. La plupart du temps, on a parlé d'EDR tout à l'heure, toutes les petites entreprises et moyennes entreprises n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un EDR ou n'ont pas forcément besoin d'un EDR. Donc un antivirus déjà mis à jour régulièrement, un pare-feu, un anti-malware, c'est important déjà d'en avoir un sur les différents postes de travail. Impossible.
et aussi un système d'information à jour. À jour. Et pour rebondir sur le système d'information à jour, il y a tout ce qu'on va appeler les correctifs de sécurité. Il y a de nouvelles vulnérabilités qui apparaissent, de nouvelles failles de sécurité, et les éditeurs de logiciels vont sortir des correctifs, et il faut implémenter ces correctifs, il faut les mettre à jour, parce que derrière, si vous ne les mettez pas à jour, les pirates informatiques vont utiliser ces vulnérabilités pour pouvoir avoir accès à votre système d'information. Et très important tout à l'heure, on l'a encore vu avec monsieur, et qui en a parlé, la sauvegarde. Il faut sauvegarder. Il faut toujours avoir des sauvegardes saines, testées, sauvegarder quotidiennement pour que, en cas de cyberattaque, vous ayez la possibilité de repartir de ces sauvegardes, des sauvegardes de la veille, des sauvegardes de l'avant-veille, d'il y a une semaine, pour vous permettre de pouvoir redémarrer votre activité ou recommencer l'exploitation de votre activité le plus rapidement possible. Merci beaucoup, En quelques Ézéchiel mots. Siménou. Vous vouliez réagir très rapidement Oui, très pour qu'on ait le rapidement. temps de Sur les prendre les sauvegardes, questions. effectivement, c'est très important, mais il faut aussi tester les sauvegardes de temps en temps, parce qu'il s'est avéré que chez certains clients, les sauvegardes tournaient depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ils ont pris la sauvegarde pour aller faire un rejeu de sauvegarde. Il n'y avait aucune donnée qui était sauvegardée depuis 3 mois. Et sur les failles, il y en a une qui est sortie, c'était sur Apache en décembre. Ça a mis tout le monde de l'informatique en alerte. C'était la première fois que je voyais une faille aussi importante et qui a été un énorme vecteur de CryptoLocker après.